du sac plastique est très toxique pour l'organisme humain, signalent les médecins en soulignant de ce fait des risques de maladies. Outre l'homme, les sols, les cours d'eau et même les animaux en souffrent. Mais pour les utilisateurs de ces sacs, c'est très utile. Ils s'en servent en effet à plusieurs fins comme des emballages, des combustibles également, en lieu et place du pétrole. Face donc à cette ignorance de la population devant ce danger qui menace la planète, il faut agir. Sur le continent africain, plusieurs pays, notamment le Rwanda, la Tunisie, le Sénégal, le Congo ont déjà pris des mesures, mais au Bénin, rien. Alors pourquoi la loi sur le sac plastique n'est-elle pas encore votée en République du Bénin? Quel rôle jouent les acteurs dans la chaîne pour en constituer un frein? Voilà donc ce qui fera objet de notre discussion de ce jour. Bonjour à chacun. Bonjour à tous, vous êtes sur votre émission Angle de vue et sur Sika TV. Au sommet donc du décryptage de ce vendredi, nous parlerons donc de l'utilisation du sachet plastique et la protection de l'environnement. Dans un premier temps, nous parlerons donc des mesures de protection de l'homme face donc à l'utilisation des sachets. En second lieu, nous nous pencherons donc sur les effets de l'utilisation sur l'environnement, la faune et la flore. Mesdames, Messieurs, avant donc de retrouver le débat, voici ce qui fait l'actualité sur le continent. Alors que l'Allemagne vient de se doter d'un régime de subvention aux énergies vertes beaucoup moins généreux, Wildpool-Ride a su profiter pleinement depuis les années 2000 de l'âge d'or des renouvelables. Les associations de protection de l'environnement craignent pour la transition énergétique. Les gardes estiment que les trafiquants ne peuvent opérer sans un soutien local et qu'ils comptent sur les habitants pour être avertis des rondes de surveillance. Il y a une dizaine d'années, l'Inde s'apprêtait à déclarer victoire face au braconnage dans le nord-est, abritant 2500 rhinocéros. Mais le massacre de ces animaux s'est accéléré au cours des 10 dernières années, leur corps étant très prisé en Chine et au Vietnam. Les gardes se désolent, eux, de leur sous-équipement pour affronter des braconniers armés de lunettes de vision nocturne et de Kalachnikov. Une naissance rarissime a eu lieu début juillet au zoo d'Amnéville, celle d'un petit rhinocéros blanc du Sud, une espèce protégée en danger d'extinction qui ne compte plus que 20 000 individus dans le monde. La petite Bayami fait partie de la sous-espèce des rhinocéros blancs du Sud, originaire d'Afrique australe, un signe d'espoir selon le zoo pour cette espèce rarissime. Le plateau de votre émission Angle de vue de ce vendredi reçoit pour vous deux invités avertis donc de ce secteur. Il s'agit bien sûr de Victor Guedo, spécialiste en gestion des déchets et développement local, directeur du département de développement communautaire et assainissement du milieu de l'ONG Bethesda. Monsieur Guedo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. En face de lui, celle du docteur Haïté Marcel Baglo, géographe aménagiste, directeur de l'Agence béninoise de l'environnement. Monsieur Baglo, bonjour. Bonjour. Alors, mesdames, messieurs, donc, pour retrouver le débat, voici la transition. Les sachets sont fabriqués avec les dérivés du pétrole. Pour obtenir donc les couleurs, on y ajoute des métaux lourds comme le soufre et le plomb. La combustion du sac plastique dégage par conséquent de dioxine, un produit toxique qui nuit même aux gamètes au cours de la production. Alors, ce qui peut donc entraîner une stérilité au niveau de la reproduction humaine. Depuis 1999 au Bénin, il y a déjà le vote de la loi cadre sur l'environnement. En août 2003, un décret a été pris en la matière, mais plus aucune action dans ce domaine. Monsieur Guedo, vous y avez consacré une étude, je vais parler donc de l'impact environnemental des sachets plastiques. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait dans ce sens? Merci, monsieur le journaliste. Et je voulais saluer les téléspectateurs. Et je voulais aussi remercier Sika TV pour cette initiative parce que pour nous, des ONG, du monde, n'est-ce pas, de la société civile, c'est une très bonne chose lorsque nous voyons les télévisions quand même qui mènent des actions et qui contribuent à l'éveil de conscience des acteurs du domaine de l'environnement. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là pour partager avec vous les quelques actions, les réflexions que nous avons menées dans ce domaine. Alors la question elle est pertinente. Pourquoi est-ce que le Bénin ne réagit pas de façon efficace par rapport à ce phénomène? Parce que tout le monde est unanime sur le fait que
la production des sachets prend des ampleurs exponentielles. Et partout dans nos quartiers, dans les marchés, un peu partout, nous pouvons toucher du doigt cette réalité. Et tout le monde est d'accord que ça crée des nuisances énormes pour l'environnement et pour la santé. Vous l'avez dit, n'est-ce pas, dans votre introduction. La plupart, n'est-ce pas, des dépotoirs sauvages qu'on rencontre un peu dans nos villes finissent toujours par être brûlés. Et lorsque ces sachets qui constituent la part la plus importante, parce que les études ont montré que ça fait près de 7,7% de nos poubelles en termes de part pondérale. Et lorsqu'on les brûle, eh bien, ça dégage beaucoup, n'est-ce pas, de gaz toxiques, de monoxyde de carbone et des métaux lourds volatiles comme le plomb et autres qui sont cancérigènes. Et nous avons noté aussi, n'est-ce pas, que les riverains de ces déchets sauvages où les déchets sont brûlés régulièrement ont toujours des affections respiratoires. Les voies respiratoires sont affectées et ça crée des nuisances pour la santé. Pourquoi on ne réagit pas? Je dois dire, n'est-ce pas, que pour situer les responsabilités, nous pourrons tout simplement faire référence à la loi, à la constitution de notre pays, à l'article 27, qui dit que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, et le devoir de le défendre, et que l'État veille à la protection de l'environnement. Eh bien, cet article de la Constitution situe déjà un peu un certain nombre de responsabilités. Donc si rien n'est fait, ça veut dire que cette disposition constitutionnelle est violée. Est violée. D'abord par nous, par vous et moi, en tant que producteurs de ces déchets plastiques, parce que ça part de là. Nous avons le devoir de défendre notre environnement. Quelles sont les actions que nous menons pour que notre environnement soit sain, pour que nous puissions vivre de façon satisfaisante? Mais vous l'avez posé le gros problème au niveau de la responsabilité de l'État. Je crois qu'on va y revenir pour voir qu'est-ce qui a été fait et pourquoi on ne va pas plus loin. Dr Marcel Baglo, dans bon nombre de pays africains, des mesures ont été prises pour l'interdiction de fabrication, d'importation, de commercialisation et d'utilisation de ce type de sachets d'emballage tant qu'ils n'ont pas plus que 50 voire 60 microns d'épaisseur. Quelle est cette spécificité? Bon, en fait, vous savez que les sachets sont assez légers. Tout à fait. Et quand c'est léger, ce n'est pas recyclable. Il faut atteindre un certain niveau pour que ça puisse être recyclé. Alors, tout ce qui n'est pas recyclable, ils sont trouvés que ça finit toujours dans la nature. Vous savez, ces déchets déclassés, aujourd'hui, et en France, par exemple, on met une seconde pour fabriquer un sachet. Et on l'utilise tout simplement pendant 20 minutes, le temps de quitter le supermarché pour aller à la maison. Et dès qu'on finit, on jette. Mais ça met 400 ans pour se détériorer. Pour détruire un sachet de ce takabit, il faut 300 ans. Or, si on veut recycler cela, ça coûte excessivement cher parce que ça n'a pas la teneur qu'il faut pour être recyclé facilement. Résultat, les pays ont décidé donc de mettre la limite aux sachets recyclables, aux matières donc recyclables. C'est là où chaque pays a mis cette limite. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que dans les pays où il n'y a pas un peu la force, cette interdiction n'est pas beaucoup respectée. À peine 15%, 20% respectent cette interdiction. Alors, mais pourquoi au Bénin, rien n'est fait dans ce sens? Peut-être que c'est un processus qui est en cours, parce que n'importe comment, même si la population prend conscience, il faut un accompagnement de la structure en charge de l'environnement. Je crois qu'il y a 2 ans, 3 ans, nous avons eu une quinzaine de l'environnement consacrée aux sachets plastiques, animé par l'Alliance béninoise pour l'environnement. Donc nous avons cru que c'était un début de processus de prise en charge de cette question. Mais je crois que vu l'instabilité à la tête de cette institution, ça n'a pas été poursuivi. Donc là, je peux situer, il y a la responsabilité au niveau de l'État, de l'exécutif, qui doit être le premier à donner le holà. Parce qu'aujourd'hui, aller dans le secteur de Dantakwa, à chaque route marée, c'est une énorme quantité de sachets plastiques qui charrient vers le lac Nokwe. Et tout ce que nous avons aujourd'hui comme crevettes migrent de la mer vers le lac Nokwe par cette zone-là. Résultat, on a des risques énormes. Donc vous avez dit qu'on va voir ça après. Ouais, on verra tout donc, ce que l'environnement. Il est important aujourd'hui qu'on ait une prise de conscience. Parce que
la population est concernée. Le docteur Bedo vient de parler de notre constitution, c'est très bien. Mais la population a besoin d'un tuteur, a besoin d'un guide pour pouvoir aller dans un sens donné. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement a été créé. Malheureusement, comme je l'ai dit quelque part, le fait d'avoir collé le ministère de l'Environnement aux eaux et forêts a fait que cette association a poussé plus l'environnement vers les forêts. Le ministère de l'Environnement était devenu un ministère de l'Environnement forestier, protection de la nature. Et la nature, on a assimilé la nature à la forêt et nos cas de vie. Résultat, pendant 10 ans, nous avons navigué dans comment faire pour qu'il y ait beaucoup plus d'arbres, comment faire pour qu'il y ait plus beaucoup de terres, etc. 10 millions d'arbres, 10 millions d'hommes, etc. Tout en ignorant les questions de l'environnement que pose l'utilisation de ces sachets plastiques. Vous avez commencé, Dr Bedo, à situer les responsabilités. Vous estimez que l'État a un rôle central à jouer dans ce cas? Oui, en fait, comme je l'ai dit, nous sommes d'accord que pour qu'il y ait réellement un résultat concret par rapport à des solutions par rapport à cette prolifération, n'est-ce pas, des sachets, il faut des lois. Il faut des lois, justement. Textes. On en a initié assez. La dernière initiation en date, c'est bien sûr celle de l'honorable Issa Azizou, mais ça n'a pas porté. Oui, tout à fait. D'abord, lorsqu'on voit un peu l'arsenal juridique, qui est un peu la gestion de la question des déchets, vous l'avez dit dans votre introduction, nous avons la loi cadre sur l'environnement, en dehors du cadrage fait par la Constitution, et il n'y a pas assez, n'est-ce pas, de dispositions des textes qui puissent contraindre et le producteur et les autres acteurs à aller vers une gestion rationnelle de l'environnement en ce qui concerne les plastiques. Et vous l'avez dit, les ONG, les organisations de la société civile, en particulier la Coalition Verte, qui est un regroupement, n'est-ce pas, d'ONG, a fait un travail formidable avec l'honorable Azizou pour qu'en réalité, il puisse avoir une loi, n'est-ce pas, qui aille dans le sens de l'interdiction de l'utilisation, de la production, n'est-ce pas, des sachets plastiques. Et cela n'a pas abouti pour des raisons que vous connaissez bien, puisqu'en réalité... quelles sont ces raisons-là? Pour le moment, on a l'impression, n'est-ce pas, que nos honorables députés ne sont pas assez, peut-être, convaincus, n'est-ce pas, de la chose. Parce que nous avons appris, n'est-ce pas, que la question a été débattue. Mais quelle est la suite qui a été donnée à cela? Il n'y a rien du tout. Donc par rapport à ça, c'est ce qu'on peut dire, puisqu'on n'est pas à l'Assemblée, et on ne peut, n'est-ce pas, qu'apprécier de loin. Dr Marcel Bago, vous pensez qu'on a en face des autorités apathiques? Non, pas du tout. Plutôt des cadres apathiques. Parce que moi, les autorités ne font que traduire ce que les cadres font. Et si les cadres ne sont pas convaincus, pour pouvoir convaincre l'autorité ne peut pas venir se mettre à la place du cadre. Donc pour moi, c'est un enjeu national, mais qui doit être d'abord porté par les cadres. Vous voyez, tout à l'heure, le docteur Bedo a dit que les ONG ont dû choisir d'aller directement vers les députés pour chercher à régler le problème. C'est sûr qu'ils ont déjà essayé au niveau de l'administration. Il faut pouvoir responsabiliser l'administration. Vous pensez que vous soutenez l'idée selon laquelle il y a des lobbies derrière cette histoire? Je ne sais pas s'il y a des lobbies, mais ce que je peux dire... D'aucuns parlent de cordon douanier impressionnant de la part de ces importateurs de sachets qui mettraient peut-être la pression à l'État central et également ces lobbies également qui dérangent l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il y a des lobbies, mais même les lobbies sont concernés par ce qui arrive. Parce que vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le nord de notre pays, où les bêtes, en saison sèche, se nourrissent systématiquement de sachets. Et 2 semaines après, c'est des pertes énormes qu'on a dans les troupeaux. Parce que ça ne se digère pas. Leur organisme n'est pas préparé à cela. Alors, il serait étonnant de voir que des lobbies puissent réussir à pousser les députés à ne pas voter. Moi, je crois que pour les députés, c'était arrivé à une période où les têtes étaient ailleurs. On était dans la série des élections. Et il faut pouvoir être élu pour être député. Il faut avoir assez de maires ou bien de ceux-là pour avoir droit à la parole, etc. Donc, les députés étant des hommes politiques... Donc la question est arrivée à un mauvais moment. Voilà, moi je pense que c'était ça. Parce que c'est revenu, nous avons eu 3 ans d'élection et le dossier est arrivé pendant cette période, personne n'a la tête à ça.
Docteur Gbedo, vous ne pensez-vous pas qu'il y a vraiment des forces invisibles qui agissent dans l'ombre dans cette histoire? Bon, en fait, je ne peux pas l'affirmer de façon systématique, mais ce que je voudrais dire, moi, je vois le problème aussi d'un autre côté, puisque les études ont montré que la grande quantité des plastiques, surtout les souples, ce que nous appelons les sachets plastiques, proviennent, n'est-ce pas, de deux grands pays d'à côté. Il y a le Nigeria de l'autre côté et il y a le Ghana, la Côte d'Ivoire. Par ce canal, ça rentre aussi dans le pays. Et vous connaissez, n'est-ce pas, la porosité, n'est-ce pas, de nos frontières. Je sais, n'est-ce pas, que la grande partie passe, n'est-ce pas, par des canaux qui ne sont pas forcément maîtrisés par le cordon douanier. En fait, c'est mon point de vue. Je ne suis pas sûr, n'est-ce pas, que, puisque je sais que lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, des emballages, des équipements qui viennent, qui produisent aussi beaucoup, n'est-ce pas, de plastique souple, on pourrait peut-être être très regardant au niveau du cordon douanier par rapport à cela. Mais les sachets noirs que vous voyez dans le marché, eh bien, ça provient, n'est-ce pas, de ces pays et de partout, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de nos frontières. Et si on ne règle pas aussi le problème à ce niveau, au niveau des frontières, je ne pense pas qu'on puisse vraiment maîtriser le flux, n'est-ce pas, de ces plastiques qui entrent, n'est-ce pas, dans le pays. Docteur Marcel Bagrou, cela vous interpelle à plus d'un titre, c'est vrai, vous n'êtes pas le douanier en chef ici, mais vous intervenez dans une structure qui s'occupe beaucoup plus également des questions des frontières. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de parler ainsi? Nous avons deux types d'entrée de sachets. Nous avons des sachets qui passent par les voies douanières normales. Mais il y a beaucoup qui passent par les voies détournées. Et c'est pour ça aujourd'hui que malgré la loi au Burkina Faso, le marché est plein de sachets plastiques. C'est comme si la loi a poussé encore à utiliser un peu plus les sachets plastiques. Nous, c'est quoi qu'est-ce qu'un pays a fait? Le pays qui, moi, à mon avis, le seul, puis le Sénégal, il y a des sachets partout au Sénégal. J'ai vu le Sénégal, j'ai acheté des sachets, je me balade avec. Mais un pays comme le Rwanda a réussi. Il est important d'aller à l'école du Rwanda pour voir comment ce petit pays est arrivé à régler le problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont d'abord pris des tests applicables à l'importation, mais les tests applicables aussi aux utilisateurs. C'est-à-dire l'utilisateur, en amont comme en aval, il y a des punitions. Et automatiquement, étant donné que celui qui reçoit, celui chez qui on trouve ça, est puni, et on commence pas à faire attention. Et ça a été accompagné de communication, de sensibilisation pendant 1 an, 2 ans. Et la 3e année, c'est devenu net. C'est rare de voir quelqu'un aujourd'hui au Rwanda avec un sachet plastique. Sauf ces biodégradables. Et même les biodégradables, ils pensent que ça pose problème. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui en biodégradable, c'est soit à partir de l'amidon. Amidon de manioc ou amidon de maïs. Or, dans ce pays, l'objectif premier du gouvernement, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et pouvoir envoyer vers les pays voisins. Donc pour cela, ils n'attendent même pas à utiliser ces produits-là pour faire des sachets plastiques. Alors donc on peut s'intéresser à la question et se demander, mais pourquoi aussi un vieux problème refait surface? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'utilisation de ces sachets, on a commencé à le développer ici, constitue aujourd'hui une menace aussi bien pour l'homme que pour l'environnement? Ah oui, là c'est sûr, parce que si je prends le cas de... Le sachet est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Et c'était vraiment un produit très commode. Et tout le monde s'est jeté dessus. Mais ce qui a quand même pas fait peur, c'est d'abord la capacité de produire, de produire ce matériel-là. C'est-à-dire, si je prends par exemple le cas de la France, chaque année, la France distribue seulement dans les magasins 18 millions de sachets. Et ces sachets sont utilisés en 20 minutes. Après, on jette. Je prends par exemple quoi. Aujourd'hui au Bénin, tout se fait à base de sachets. Même les pâtes alimentaires, ce qu'on appelle la cassa, qu'on vendait dans les feuilles, c'est actuellement dans cela. Pourquoi? Parce que nous-mêmes au niveau national, que ce soit au niveau des ONG, de l'État ou autre, nous ne réfléchissons pas, nous ne faisons pas de la prospective. Si nous refusons les sachets à ces personnes aujourd'hui, c'est en quoi ils vont mettre la cassa? Puisque aujourd'hui, la matière végétale même n'existe plus. À cause de l'extension de la ville, les matières qu'on utilise pour emballer, les feuilles qu'on utilise pour emballer, on ne les retrouve plus, les thalia. Donc il faut les chercher loin. Il faut pouvoir préparer à cette transition en préparant ça à la population. Si on refuse aujourd'hui,
d'utiliser le sachet, qu'est-ce qu'on propose pour ces gens? Donc, le gros problème que nous avons pour le sachet aujourd'hui, c'est le nombre de sachets qui arrivent chaque jour sur nos marchés. Si je prends le cas de la France, on nous a dit qu'il y a 14 400 sachets qui atterrissent chaque heure sur une plage française. Si je prends le Bénin, c'est autant. Si je continue, il y a chaque année, au moins 100 000 mammifères marins qui meurent pour avoir géré des matières et près d'1 million d'oiseaux qui meurent chaque année parce que ces oiseaux, en voyant dans l'eau les matières plastiques, plongent, croient que c'est du poisson, oui, et les avalent. Et après, ça les donne. Et si je prends le cas de la zone sahélienne, de la marine sahélienne, nous avons autant d'animaux, c'est-à-dire de grands bétail, qui meurent chaque année pour avoir ingéré la matière plastique. Donc ça devient, c'est à ce moment, avec cette tendance-là, on se dit, si on ne fait rien, oui, on va mourir. Après, on a remarqué aussi que quand on détruit cette matière plastique, ça produit des gaz à effet de serre et ça accélère le réchauffement de la planète. Donc, même brûler ça, ça devient un problème. Alors, dans cette situation, on dit il faut arrêter. Oui. Donc, vous pensez, Dr. Bredo, que c'est une menace permanente? Oui, c'est vraiment une menace. Hein. Je pense que le monde entier est en train de prendre conscience de cela. C'est pourquoi même au niveau, n'est-ce pas, des sommets mondiaux, on revient, n'est-ce pas, sur ce problème réel, n'est-ce pas, des sachets plastiques. Mais je voudrais dire quelque chose. Par rapport, on a parlé tout à l'heure de l'Assemblée nationale. Et je dois dire, n'est-ce pas, que il y a eu également quand même des efforts, même si on n'a pas abouti à des actions concrètes au niveau du ministère de l'Environnement. Parce qu'à plusieurs reprises, quand même, il y a eu des forats au cours desquels, n'est-ce pas, la question vraiment a été abordée par le ministère de façon très franche pour que les acteurs vraiment puissent apporter les idées sur les solutions idoines qu'il faut apporter à cela. Et par rapport à ça, il n'y a pas longtemps encore, on a fait quelques rencontres avec le DG, le directeur général, n'est-ce pas, de l'environnement, Dr Aïdan, et qui a manifesté quand même un peu la préoccupation du ministre sur ces questions-là et la dynamique qu'on peut mettre en place quand même pour que de façon durable, nous puissions aller. Parce que tout le monde ne pense pas que ce soit seulement les testeurs qui règlent. Et c'est en cela que je voudrais encore revenir, n'est-ce pas, sur la question de la responsabilisation des acteurs que sont les producteurs. Je crois que, oui, je crois que le docteur Baglo a abordé ça un peu tout à l'heure. Et vous savez, en matière de gestion des déchets, pour nous, la première stratégie, la première mesure à prendre, c'est le premier R quand nous parlons de la réduction de la production, n'est-ce pas, de ces déchets et de ces plastiques-là. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas une prise de conscience au niveau des producteurs, c'est-à-dire des populations qui vont acheter. Vous voulez que les producteurs réduisent d'abord les quantités, à défaut, n'est-ce pas, qu'on ne supprime pas une loi. Mais ça fait des manques à gagner. Non, mais tout au moins, lorsque vous allez au marché, nous l'avons toujours dit, lorsque la femme va au marché les mains vides et qu'elle revient à la maison avec tout ce qu'elle achète dans des sachets, le piment dans des sachets, de l'huile dans les sachets, la cassade dans les sachets et tout, c'est une quantité énorme qu'elle ramène à la maison. Si déjà on peut prendre conscience qu'on peut acheter tout cela dans un seul sachet ou bien dans une corbeille qui est biodégradable, mais qu'on peut réutiliser, c'est une façon déjà de réduire la quantité de déchets plastiques que nous éjectons, n'est-ce pas, dans la nature. Et ça, il faut vraiment un travail de conscientisation, de sensibilisation. Et que faites-vous à ce niveau? Parce que vous êtes au sein. Ah oui, à ce niveau, il y a les ONG qui font beaucoup. Parce que, vous savez, dans nos actions de terrain, à travers, n'est-ce pas, les canaux comme les radios, à travers, n'est-ce pas, des campagnes de sensibilisation, lors, n'est-ce pas, des journées sur la question de l'environnement, il y a des actions qui sont menées, n'est-ce pas, par les ONG sur la question, n'est-ce pas, des sachets plastiques. Notre objectif, c'est d'abord d'amener les ONG à prendre les populations à prendre conscience des impacts négatifs de l'utilisation de ces sachets, n'est-ce pas, sur la santé, sur l'environnement, et quand même de certains comportements simples qu'on peut adopter. Vous allez pour prendre un billet d'avion, on vous le met dans un sachet. Vous allez dans une librairie pour prendre un livre, on vous le met dans un sachet. Mais il faut déjà qu'on puisse dire, mais la dernière fois, moi je disais dans une librairie, mais ce n'est pas bien que vous me donnez le livre dans un sachet.
Je prends le livre, je le garde dans ma main, je le mets, n'est-ce pas, dans ma voiture, mais dans ma poche. Je crois que c'est des choses sur lesquelles on doit revenir pour amener chaque acteur à prendre conscience que c'est d'abord nous-mêmes. Et ensuite, maintenant, les lois peuvent accompagner pour qu'on aille vers une interdiction pour avoir des résultats durables. Alors, Dr Bagloué, à partir du moment où l'État n'encourage pas la recherche, est-ce que vous pensez que l'on peut en arriver à des solutions alternatives? Oui, mais comme souvent, quand les gens parlent de l'État, moi, ils disent que l'État, c'est nous. Je prends nos collègues de mais les recherches coûtent cher. Oui, mais proposez déjà les recherches. Moi, la première chose que moi, je pense qu'il est important de faire aujourd'hui, c'est d'abord de déterminer une stratégie de l'éradication ou bien de contrôle des sachets plastiques. Et dans cette stratégie, on a tous les points. Le point de la recherche, les points de la sensibilisation, etc. Et les acteurs concernés. Là, ça devient une activité que l'État peut voir clair. Aujourd'hui, les pays africains ont tellement de priorités que si quelqu'un n'est pas porteur d'une activité ou d'une priorité, ça devient hors priorité. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui, le problème concerne plutôt nous, les cadres. Il faut que ça devienne une priorité pour un groupe de cadres comme les ONG aujourd'hui, mais qui ne sont pas dans le secteur de l'administration. Mais qu'eux, ils poussent cette administration à porter cet élément. En faisant quoi? En sensibilisant même les autorités, c'est-à-dire les gouvernants, sur les risques liés à l'utilisation de ces sachets. À dire aux populations, aujourd'hui, moi, mon maman, qui a son 85 ans, 87 ans, ne sait pas que avoir de la cassade dans le sachet, c'est dangereux. Elle ne sait pas que faire le feu avec le sachet, c'est dangereux. À un moment où le pétrole est passé à 700 francs, dans le village à 1000 francs le litre, elle préfère faire le feu avec le sachet. Donc, en achetant son akassa dans le sachet, ça lui permet d'avoir un élément pour faire le feu à la maison. Mais il faut que chacun joue sa partition dans ce processus. Est-ce que vous pensez à ce niveau-là qu'on peut retourner aux vieilles pratiques avec les paniers, par exemple, au marché? En Europe, ça a commencé. En Europe, les gens ont leur cabane, ils vont marcher avec aujourd'hui. Et c'est pas seulement ça, on peut faire des sacs en tissu. Et les femmes vont aller avec les sacs en tissu au marché. Et donc ça leur permet de réduire toujours la quantité de matériel qu'ils ramènent à la maison. Alors, Dr Bredou, on va bientôt sortir de ce premier sujet. Qu'est-ce que vous préconisez à votre niveau? D'abord, nous devons continuer la lutte au niveau, n'est-ce pas, des acteurs de la société civile pour qu'on aille vers un national juridique plus contraignant pour que chaque Béninois puisse comprendre que aujourd'hui, le problème des sachets est sérieux et qu'il faut vraiment qu'on adopte des comportements qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de pouvoir faire une gestion rationnelle de ces sachets. Mais avant cela, en dehors de tout ça, et c'est un peu ce que moi je fais depuis déjà près de 15 ans, c'est comment faire pour la quantité de sachets existante, ce qui est là maintenant. Parce que il faut régler l'immédiat. Et même lorsqu'on parle de changement de comportement, ce n'est pas dans les 2, 3, 5 ans à venir. Donc par rapport à ça, il faudrait l'accompagner par, n'est-ce pas, des techniques, n'est-ce pas, de récupération et de valorisation de ces sachets, de ces plastiques. Parce que l'autre, possible. Oui, mais nous le faisons tout le temps. L'autre avantage que nous avons avec les sachets, c'est qu'ils sont recyclables. On peut les récupérer et pouvoir donner autre forme à ce matériau. Et par rapport à ça, au niveau, n'est-ce pas, de DECAM Bethesda, comme vous le savez, nous avons deux petits centres, deux petites usines qui nous permettent, n'est-ce pas, de récupérer les sachets, les plastiques dans la nature et les transformer. Aujourd'hui, nous avons différents produits. On les transforme en pavés avec, n'est-ce pas, nous arrivons à fondre le sachet, ajouter, n'est-ce pas, du sable et à mouler cela pour faire des pavés qui sont assez résistants. On a aussi expérimenté la fabrication des gaines électriques parce que nous avons dit les sachets, mettons ça dans le béton pour 100 ans. Là, ça permet, n'est-ce pas, avec les plastiques valorisables. Ce sont une catégorie donnée, parce que les plastiques, c'est une grande famille. Hein. Vous avez les thermoplastiques, les thermodiciens et les élastomères. Mais ce qui est valorisable là, c'est les thermoplastiques. Et là, nous avons les polyéthylènes et les polypropylènes qui sont pour 80% de nos poubelles. Ça, c'est vraiment un élément avantageux. Et si on les récupère
séparés, on pourrait les trier et les recycler et en faire encore d'autres objets. Merci donc à vous, docteur Bédou, et également docteur Marcel Baglo. On vous retrouve dans un instant pour continuer donc ce débat. Donc ce sera tout pour la première partie de cette émission. L'effet du sachet plastique sur l'environnement, la faune et la flore, c'est dans un court instant. Mais avant, le flash d'information. Alors que l'Allemagne vient de se doter d'un régime de subvention aux énergies vertes beaucoup moins généreux, Wildpoldreit a su profiter pleinement depuis les années 2000 de l'âge d'or des renouvelables. Les associations de protection de l'environnement craignent pour la transition énergétique. Les gardes estiment que les trafiquants ne peuvent opérer sans un soutien local et qu'ils comptent sur les habitants pour être avertis des rondes de surveillance. Il y a une dizaine d'années, l'Inde s'apprêtait à déclarer victoire face au braconnage dans le nord-est, abritant 2500 rhinocéros. Mais le massacre de ces animaux s'est accéléré au cours des 10 dernières années, leur corps étant très prisé en Chine et au Vietnam. Les gardes se désolent, eux, de leur sous-équipement pour affronter des braconniers armés de lunettes de vision nocturne et de Kalachnikov. Une naissance rarissime a eu lieu début juillet au zoo d'Amnéville, celle d'un petit rhinocéros blanc du Sud, une espèce protégée en danger d'extinction qui ne compte plus que 20 000 individus dans le monde. La petite Bayami fait partie de la sous-espèce des rhinocéros blancs du Sud, originaire d'Afrique australe. Un signe d'espoir selon le zoo pour cette espèce rarissime. Le débat se poursuit sur Sika. Alors, mesdames, messieurs, dans la plupart des pays africains, l'heure aujourd'hui est à la recherche d'alternatives aux emballages en plastique non biodégradables qui sont devenus un véritable poison pour l'environnement. À Madagascar, par exemple, une entreprise fabrique du plastique bio à base de l'amidon du manioc. Au Cameroun, un chercheur met au point un moyen de rendre ces sachets plus solides. Les sacs en plastique non biodégradables posent de gros problèmes. Pose-t-il de gros problèmes donc à l'environnement? On en cherchera tout à l'heure à savoir davantage. Je vous propose donc de retrouver nos invités qui sont restés donc au plateau juste après cette transition. Le débat se poursuit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Dr Victor Bédou, environnementaliste, et Dr Marcel Haïté Baglo, également géographe et environnementaliste. Alors, qu'est-ce que, Dr Baglo, qu'est-ce que c'est qu'un sachet biodégradable? Un sachet biodégradable, c'est un sachet qui peut être composté tout simplement. C'est-à-dire, c'est un sachet qui, quand vous l'utilisez une fois et que vous ne pouvez plus l'utiliser, vous le laissez dans la nature, ça peut se décomposer. Mais ce n'est pas parce que vous laissez dans la nature que ça peut se composer. Et ça peut se dégrader. Mais il faut forcément le mettre sachet avec d'autres, avec la terre ou autre, pour que ça puisse se dégrader. C'est pourquoi on demande toujours que tous les sachets biodégradables soient envoyés en compostage. Mais si vous ne voulez pas envoyer le compost, vous l'enterrez et ça pollue dans le sol. Mais tant que vous laissez ce sac biodégradable, ça devient aussi un polluant automatiquement. Docteur Bédou, à partir de cet instant, ça sert à quoi de le fabriquer? Parce qu'au-delà des sachets non biodégradables, ça aussi, avec ce que le docteur Baglo vient d'expliquer, c'est toujours le même problème. Oui, ça sert à quoi? Les sachets sont très utiles. Tout le monde est unanime par rapport à ça. En dehors des impacts négatifs sur l'environnement et la santé, nous savons que tout le monde aujourd'hui utilise les plastiques. Et lorsqu'on va dans le sens large du thème, eh bien, les sachets sont partout, nous entourent. Cette table, il y a les plastiques. Votre veste, les vêtements, même aujourd'hui en chirurgie, partout nous sommes envahis par les plastiques. Maintenant, il faut vraiment que nous puissions les gérer de façon rationnelle. C'est ça la grande question. Donc vous voulez dire que les sachets biodégradables sont plus favorables à l'environnement? Non, j'en arrive. Donc les sachets en gros sont très utiles. Maintenant, nous sommes en train de déplorer les impacts. Or, les impacts sont créés par les sachets non biodégradables. Et c'est pourquoi vous l'abordez si bien, les sachets, si on réussit à faire des sachets biodégradables, nous allons avoir les mêmes pratiques avec, n'est-ce pas, les sachets. Mais comme le docteur l'a dit tout à l'heure, lorsque ça va être envoyé dans l'environnement comme déchets, ça va créer moins de problèmes parce que ça va se décomposer comme un peu un papier ou d'autres objets biodégradables. Donc, le caractère biodégradable, n'est-ce pas, d'un sachet fait qu'on minimise les impacts que cela peut avoir sur l'environnement et sur la santé. C'est pourquoi l'alternative aux sachets
non biodégradables, ça passe aussi par la promotion des sachets biodégradables. Et comme on l'a dit, il y a plusieurs pays, n'est-ce pas, qui sont déjà dans cette voie-là. Et je pense qu'avec l'amidon, que ce soit d'origine du maïs ou du manioc, eh bien, nous aurons l'assurance qu'après l'avoir utilisé, eh bien, ça va se décomposer, ça va créer moins de problèmes à l'environnement. Donc, c'est ça l'intérêt des sachets biodégradables. Vous pensez que c'est là des avancées au niveau de l'environnement? C'est des avancées. Le seul problème que nous avons à ce niveau, c'est que ça coûte 10 fois plus cher que le sachet. Tout à fait. Ce qui fait que beaucoup de pays ont du mal à faire le pas. Mais les pays du Nord, si je prends par les États-Unis, où le sachet est devenu incontournable, là, ça s'est imposé. Si vous utilisez ce sachet, c'est le sachet biodégradable. Et quand vous avez un sachet biodégradable, vous devez l'utiliser plusieurs fois. Donc, vous oblige, on vous amène à utiliser le même sachet plusieurs fois. Certains pays ont même mis ça presque en location. C'est-à-dire, vous venez, on vous vend dedans, vous devez revenir avec. Si vous payez quelque chose en prenant votre sachet. Et quand vous revenez déposer, on vous rembourse. Donc, ça permet d'habituer la population à la réutilisation des sachets. Mais parce dans que les pays en voie de développement, vous estimez que c'est trop cher. Mais dans des pays en voie de développement comme le nôtre, mais est-ce que c'est possible? C'est assez cher. C'est assez cher et je ne suis pas persuadé que nos entrepreneurs ou nos industriels puissent aller dans ce sens-là. C'est pourquoi on peut choisir de le faire, de le mettre en vente. Ça fait comme Carrefour le fait déjà en Europe ou bien d'autres grandes surfaces. On les met en vente. Et ce qui vient, quand vous venez vous acheter un sachet à 300, vous avez du mal à acheter ça tout de suite. Donc vous êtes obligé de réutiliser jusqu'à lui enlever vos 300 avant de jeter. Et donc on peut aller dans ce sens-là. Ça pose aussi un autre problème que vous avez commencé d'ailleurs à soulever un peu plus tôt, utiliser de l'amidon du maïs comme du manioc pour faire des sachets, ça pose en même temps le problème de la faim. Oui, mais ce que nous aurons à faire, c'est quoi? Les sachets sont aujourd'hui importés. Et le bien ne fabrique pas encore forcément tous ces sachets ici. Dans la plupart des pays africains. Les pays africains. Donc, ça viendra d'ailleurs. Et ça vient d'ailleurs, ça ne nous gêne pas. Mais si c'est dans les pays africains, moi je ne suis pas d'avis que les gens utilisent le maïs à un moment où nous avons la famine dans le Sahel ou dans la Corne de l'Afrique, les gens meurent de faim. Alors faire des sachets avec des plastiques, je pense que c'est un problème. Surtout le cas de Madagascar. Puis Madagascar, c'est l'un des pays les plus fragiles en sécurité alimentaire en Afrique. Alors, oui, pourtant, ils avancent pour cette solution. Alors, Dr Gouadio, est-ce que vous pensez que c'est aussi une menace de ce côté, couteau à double tranchant? Oui, c'est un couteau à double tranchant, ça c'est clair. Et vous savez, il n'y a pas d'option sans conséquence en réalité. Et vous avez touché un aspect très important par rapport à la promotion des sachets biodégradables. D'abord, c'est le coût. Parce que malheureusement, de l'autre côté, aujourd'hui, les sachets non biodégradables sont presque gratuits. Vous allez, on vous l'offre, on vous le donne. Et ça fait, n'est-ce pas, que celui qui consomme cela, il ne dépense pas pour ça. Et lorsqu'on va parler, n'est-ce pas, de sachets biodégradables, ça va coûter et ça va poser un problème. Mais il y a quelque chose. Si on revient sur la question de la responsabilisation et sur le principe du pollueur-payeur, vous savez, lorsque vous produisez un déchet qui va porter atteinte à l'environnement, vous avez, n'est-ce pas, le devoir de pouvoir payer le coût pour minimiser les impacts de ces déchets sur l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'est-ce pas, que si on réussit à pouvoir taxer les sachets non biodégradables, c'est-à-dire à élever, n'est-ce pas, le coût de cela. Et là, c'est toute la contribution du cordon douanier et tout le reste. Et ça commence, n'est-ce pas, par prendre, n'est-ce pas, du prix. Ça va commencer par faire un déclic dans la tête, n'est-ce pas, du consommateur. Et ça, par rapport aux sachets biodégradables qui pourront être mis sur le marché, eh bien, il y aura une comparaison, n'est-ce pas, des coûts qui peut favoriser un comportement favorable à aller vers les sachets biodégradables. Donc, tant qu'on ne met pas en œuvre, n'est-ce pas, des mesures pour que sur le plan, n'est-ce pas, des sachets non biodégradables, cela ne coûte pas quelque chose aux citoyens. C'est-à-dire qu'on ne met pas en place un système qui taxe cela pour que la personne se rende compte, n'est-ce pas, que si je prends cela, je vais payer parce que ça va créer plus de problèmes à l'environnement. Eh bien, nous allons toujours assister, n'est-ce pas, à cette ouverture, à cette largesse, n'est-ce pas, qui se manifeste dans ce domaine. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, docteur Marcel Baglo, est-ce que vous pensez que ce faisant, ces sachets biodégradables peuvent
tant que soit peut sauver la faune et la flore? Ah oui, ça c'est clair. En fait, c'est l'orientation aujourd'hui dans presque tous les pays. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos magasins en France, on ne vous donne plus de sachets. Alors qu'avant, quand vous achetez, on jette, vous choisissez autant que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Quand vous finissez d'acheter, soit vous les ramassez dans vos mains, ou vous achetez un sac biodégradable qui est là, qui est à 1,5 € ou bien à 2 €. Vous l'achetez et c'est un sac bien fait, vous partez, vous revenez avec. Donc si on a, c'est le processus en fait, sensibiliser et arriver à éteindre dans les magasins le fait de livrer gratuitement, de donner gratuitement, ça sert à tout le monde. Si aujourd'hui la douane augmente un peu les taxes sur les sachets et que les coûts, c'est plus 1000 à 1 franc ou 1000 à 100 francs, alors vous verrez que les gens ne diront plus pas, ça va devenir cher pour l'utilisateur. Et c'est aussi l'une des démarches pour réduire donc la quantité de déchets. Si ça coûte 10 francs, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va l'utiliser 3 fois avant de jeter. Mais tant que ça coûte 1 franc, on va acheter 10. Donc c'est la solution. Ça, c'est une première solution. La seconde solution, c'est d'aller vers le biodégradable. Et ce biodégradable, quand on l'a, il y a des démarches aussi à suivre. C'est-à-dire, quand vous avez le biodégradable, comme ça coûte cher, il faut l'utiliser. Mais quand c'est en fin de vie, il faut aussi apprendre nos populations à l'enterrer tout simplement. Si vous ne pouvez pas faire du compostage, enterrez-le. Après 2 ans, comme les feuilles, ça va partir. Et troisièmement, c'est quoi? C'est essayer de mettre dans la tête de nos populations, même si c'est du sachet non biodégradable, la réutilisation plusieurs fois de ce matériel. Est-ce qu'il y a aussi des informations qui font état de ce que utiliser ces sachets, même ces plastiques-là, autant de fois, ça pose également des problèmes de santé? Non. Quand c'est pour transporter, non. Mais quand vous préparez avec, oui. Vous préparez avec, oui, parce que c'est des dérivés de pétrole qui ont permis de préparer ça. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Et quand vous mettez ça à une certaine chaleur, une certaine température, pardon, alors il y a une forme de dégradation graduelle du sachet et qui libère ces composants qui arrivent dans l'alimentation. Et c'est cancérigène. Mais nos populations ne savent pas, puisque la cassa, c'est à près de 100 degrés Celsius. Quand on sort du feu, on met directement dans le sachet. Normalement, pour des raisons de santé et de l'alimentation, le ministère de la Santé devrait même interdire la vente des acassas dans les sachets plastiques. Et les sachets biodégradables, c'est la même chose? Non, les sachets biodégradables, l'impact est moindre. C'est juste que l'environnement va pouvoir les consommer, mais les risques sanitaires sont les mêmes. Non, les risques sanitaires sont pas les mêmes. Lorsqu'on parle de biodégradable, cela veut dire, n'est-ce pas, que c'est... La nature, elle va subir les transformations. Exactement. Ce n'est plus comme le sachet non biodégradable qui est un matériau synthétique. Tu vois, avec des macromolécules, des hydrocarbures, que sont l'éthylène, le propylène, etc. Et c'est cela, vous l'avez dit, dans la polymérisation, c'est dans la composition, n'est-ce pas, des sachets de plastique, il y a les adjuvants, il y a des ajouts. Pour faire la couleur, il faut mettre des métaux lourds. Vous voyez un peu? Et même pour donner la forme des plastifiants, il y a des éléments, n'est-ce pas, qui sont des éléments chimiques, qui sont toxiques. Et lorsque, aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas acceptable, monsieur le journaliste, c'est qu'aujourd'hui, vous allez à des séminaires même organisés, n'est-ce pas, par des ministères qui sont en charge, n'est-ce pas, de ces secteurs, pas, n'est-ce pas, dans des forats, où à la fin, il y a une restauration et vous voyez de la cassa emballée dans des sachets. Et lorsque vous regardez, vous êtes comme un extraterrestre. Parce que c'est ça le comportement de chaque jour qui doit changer pour qu'on aille vers là. Docteur Bagbo, pour finir. Juste 30 secondes. 30 secondes, moi je pense qu'il faut une prise de conscience, d'abord au niveau des cadres, et amener donc notre pays à se doter d'une stratégie nationale de gestion des sachets plastiques, stratégie où chaque segment de la population doit avoir ses responsabilités, donc doit être responsabilisé. En 30 secondes. Oui, c'est dit, n'est-ce pas, qu'avec le nouveau gouvernement, avec le nouveau départ, que nous puissions avoir également un nouveau départ en matière de gestion des déchets et spécifiquement sur la question des sachets plastiques, que le gouvernement puisse faire de cela
une priorité. Une priorité. Mesdames, Messieurs, ce sera donc pour lutter contre les sachets plastiques, que ce soit biodégradables ou non biodégradables, est un couteau à double tranchant. Vous l'avez compris. C'était donc notre émission Angle de vue consacrée donc au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Aujourd'hui, nous avons parlé de questions de l'environnement et surtout de l'utilisation et des effets du sachet plastique sur la santé humaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.